Boris Dio, ancien joueur d'équipe de France et ancien joueur de NBA, a fait son premier documentaire de sport. Moi, je fais des documentaires de sport, donc ça m'a intéressé. Dans cette vidéo, on fait un retour sur son documentaire. Je vous dis ce qui est bien et ce qui est moins bien. Pensez à ton pouce bleu et bon visionnage. Ce qui m'a pas mal intéressé sur ce documentaire, c'est la vulnérabilité des joueurs. Les joueurs se montrent extrêmement vulnérables. On a ces moments comme ça où on voit les joueurs être vraiment vulnérables, vraiment partager ce qu'ils ont. On a une quote d'Evan dès le début disant on a envie de casser cette barrière psychologique que les Américains sont imprenables. Et ça, je l'ai trouvé très très bien de montrer que les joueurs sont un petit peu vulnérables au début. Tu as les plans magnifiques de Tommy Humbert, mais ça, c'est ce qu'il sait faire. On n'a rien à envier aux Américains niveau qualité de production sur ce genre de prod parce qu'on a des belles images basket. Ça, c'est plutôt kiffant à voir. Le vrai plus pour moi de ce documentaire, la personne la plus intéressante sur tout ce documentaire, c'est monsieur l'entraîneur, monsieur Vincent Collet. Je trouve que Boris et Tommy Humbert ont bien joué au niveau du montage pour le mettre au centre. On sent aussi une vulnérabilité de sa part parce que lui, ça fait un moment qu'il est là et on sent de l'émotion en mode « les gars, vous êtes en train de m'amener là où je n'ai jamais été ». Quart de finale, demi-finale, on le sent être confiant pour aller chercher au moins la médaille d'argent et il est extrêmement reconnaissant. C'est pour ça que je sens de la vulnérabilité aussi de la part de l'entraîneur Vincent Collet. C'est lui le meneur de ce documentaire, plus que les joueurs. Si je devais donner un autre nom à ce documentaire, c'est En mission avec Vincent Collet au cœur de l'équipe de France de basketball. Ce qui m'a plu vraiment de ouf, les moments qu'ils ont vécu entre eux dans les chambres. On avait vu des photos tournées sur les réseaux sociaux pour montrer à quel point les chambres étaient petites. Tu vois Nico Batum qui fait un petit vlog où il montre qu'il touche le plafond de la salle de bain. Tu vois que les gars, ils vivent dans des chambres solo quand c'est des anciens, mais ils vivent jusqu'à 4 dans la même chambre. Et ça, c'est un de mes plans préférés. C'est un de mes moments préférés. On voit les gars, entre des matchs, jouer à Warzone entre eux. Ça joue à Warzone entre eux et ça, c'est des plans magnifiques, je trouve. On voit de la camaraderie, tu as un lien en tant que viewer avec eux, tu es en mode mais en fait, c'est mes gars. En fait, c'est des potes comme moi. Tu les vois entre eux entassés dans une chambre. On est comme des lycéens, on est comme en centre de formation. Ça joue à la console ensemble alors qu'il se trouve que c'est en train de jouer pour la médaille d'or. Et ça, c'est assez fort. Il est encore plus fort ce moment parce qu'il y a un tout petit moment avec Nico Batum où tu as Boris Dio qui lui pose la question. Nico, toi, ça te parle Warzone, ça te parle Call of Duty? Et il dit non, moi, j'ai joué à la Game Boy. Et la différence d'âge, elle est tellement montrée, ça rend les joueurs hyper atteignables, tu les sens comme des potes. C'est un des moments les plus forts à mes yeux, de les voir devenir vraiment des mecs normaux entre les matchs. Sur ce documentaire, un des moments qui m'a fait le plus rire, c'est le sujet du 360 de Rudy Gobert. En quart de finale, si je ne me trompe pas, je crois que la France entière en a rigolé, c'était un moment de ouf sur Twitter. C'est génial d'avoir un inside comme ça de l'équipe de France parce que tu vois les gars qui réagissent à ça. Et dans les vestiaires, c'est incroyable. T'as Evan qui vient s'asseoir à côté de Rudy et qui lui pose les mêmes questions qu'on avait tous à ce moment-là. La partie avec Evan Fournier, elle est incroyable. Je vous mets juste l'arrêt sur image. Attendez, juste l'arrêt sur image. Evan, il me bute. Tu vois sa tête, ça se voit. Vas-y, j'ai envie d'aborder le sujet. Viens Rudy, on en parle. Est-ce que tu t'es dit je fais un 3-6 ou genre c'est venu en mode... c'est venu en mode dès que t'attrapes la balle, tu savais? Ou tu t'es dit là je vais faire un truc cool. Ah oui, bah, il me bute. Attendez, comment il a imité la voix de Rudy. Tu savais ou tu t'es dit là je vais faire un truc cool. Parce qu'il parle comme ça, frère. Et voir que Rudy, il sait se moquer de lui, c'est cool. C'est cool. Tu vois, ça se voit, il est détente. T'essayes souvent le 3-6? Ouais, c'est réchauffement, je le fais une fois. Mais il a plus de swag. J'ai l'impression que je l'ai jamais fait. Il a plus de swag, c'est super. C'est ce qu'on cherche quand on veut regarder ce genre de documentaire. C'est du inside comme ça. C'est les joueurs qui se tapent des barres entre eux. Et Evan qui dit « Oh là, je vais faire un truc cool » en imitant Gobert. C'est parfait. Il y a un moment extrêmement fort entre Vincent Collet et Nicolas Batum. C'est pas au moment du contre de Batum, mais c'est à l'entraînement d'après. On est à l'entraînement. Vincent Collet, il a le micro sur lui. C'est ce que j'aime faire moi sur les documentaires que je fais aujourd'hui, que ce soit au hand ou au rugby que j'ai fait. J'ai un documentaire de rugby qui sort bientôt. Il est en train de raconter
à Batum comment il a vécu le dernier play. Et ce moment, il est très très fort. Vous voyez rien qu'à l'image, t'as Vincent Collet qui est en train de lui dire comment t'as fait, explique-moi. On va se le mater, ça va être une petite minute, je crois. Batum, on l'entend pas très bien parce qu'il a pas un micro sur lui, c'est que Collet qui a le micro sur lui. Après, heureusement que tu as fait ton exploit, parce que quand je l'ai vu partir, je pensais qu'on était battus. Moi, Le monde s'est arrêté. Là. Moi, j'ai cru que ma vie allait s'arrêter. Et là, tu le vois aller vers les autres joueurs, là, tu le vois aller vers Evan et Rudy, et il commence à raconter. Je croyais que ma vie allait s'arrêter, je croyais qu'on allait rentrer à Paris. Ça, j'aime bien, ça, j'aime bien. Donne-moi ça. Et j'ai repris espoir quand j'ai vu Nicolas s'envoler. Ce moment-là, il est vraiment parfait. Tu vois vraiment un coach dans sa vulnérabilité qui remercie son joueur, qui te raconte comment il a vécu ce moment où il ne peut rien faire. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Comme je vous l'ai dit, Vincent Collet, pour moi, il a mis ce documentaire sur son dos et il le rend hyper intéressant. Le dernier point que j'ai aimé beaucoup, c'est un petit moment en particulier, je ne vais pas vous le mettre parce qu'il dure vraiment 4 secondes. C'est un moment où Franck Ntilikina raconte comment ils vont à la salle de sport avant la demi-finale ou la finale et comment il se rend compte que la salle de sport elle commence à se vider parce que c'est la fin de la compétition, les athlètes olympiques sont partis, c'est plus pareil, il y a plus de place. Alors qu'au début, il avait rencontré plein d'athlètes, des athlètes qui s'entraînent différemment. Il fait la comparaison entre la salle de sport des Jeux Olympiques et le fitness park de chez lui où il voit plein de gens s'entraîner différemment. Et encore une fois, c'est comme le moment Warzone avec les joueurs, c'est un moment où tu crées du lien avec Franck. Franck, c'est un athlète élite, mais tu le vois te comparer ton fitness park de chez toi à cette salle de sport où il y a les meilleurs athlètes du monde qui s'entraînent. Et pareil, cette manière de vivre les Jeux Olympiques que Franck a véhiculé sur ce petit 30-40 secondes, je trouve ça très très riche dans ce genre de documentaire. C'est ça qu'on recherche à donner. On s'en fout des images sur le terrain. Véritablement, sur ce documentaire, il y a pas mal d'images terrain. Je m'en fous. Moi, je veux ce petit feeling. Franck, comment tu as vécu la salle de sport? Comment tu as vécu la cantine? Comment tu as vécu les chambres? Raconte-moi ça. Et donc, je remercie encore une fois Bardak Films et Tommy Humbert et toute leur team d'avoir produit ça. Parce que, encore une fois, on n'a pas ce genre de contenu pour l'équipe de France de basket d'habitude. Néanmoins, c'est le moment où je vais avec le néanmoins. C'est un documentaire, un premier film de Boris Dio et j'ai noté quelques petits moins. Alors je ne vais pas venir pour assassiner le documentaire, absolument pas, je trouve que c'est une véritable réussite, mais je vais dire les petits plus que j'aurais aimé voir. Alors je vous donne la petite crédibilité que j'ai moi par rapport à ça. Ça fait depuis le début de l'année que je me mets à faire des documentaires de sport, j'en ai fait 4. C'est souvent des documentaires format 10 minutes. 10 à 15 minutes, donc je dois mettre une quantité d'informations dans beaucoup moins de temps. Là, je suis en train de juger un truc qui dure 1h20. Je commence à savoir comment véhiculer une histoire, des informations et des émotions, tous ensemble packagés dans une vidéo qui est plutôt longue. J'ai jamais fait cet exercice de faire une vidéo aussi longue, mais au moins j'ai mon petit point de vue, j'ai ma petite expérience, donc je vais venir proposer ce que j'aurais amélioré. Le point le plus important, où il y a eu une erreur sur ce documentaire, pour moi, c'est la place de Boris Dio. La place de Boris Dio dans ce documentaire, c'est une erreur pour moi. Et je vais vous en parler. Regardez, on voit Boris Dio dans la première image. Hop, il est là. Il est ici, il est avec nous. On t'écrit que c'est un Bardak Films. On le voit aller faire sa caméra. Dès la première interview, il pose une question à Andrew Albici. On l'entend parler. Moi, je me dis, bien, on est dans un inside vu par Boris Dio, un ancien de l'équipe de France. Trop bien. On va le vivre avec sa manière de raconter, sa vision, son truc. Et le problème, c'est que Boris Dio, à partir de là, on ne l'entend plus, on ne le voit plus, on ne sent plus sa patte. C'est un documentaire comme un autre, un documentaire qui marche, un documentaire bien, mais c'est un documentaire comme un autre et on ne l'entend parler qu'à la 40e minute. À la 41e minute, il vient, il passe à la caméra. Cool. Moi, j'aime bien qu'il soit là. Mais véritablement, la place de Boris Dio sur ce documentaire, vu le début, je trouvais ça hyper intéressant. J'aurais adoré voir un documentaire d'1h20 où on vit ces Jeux Olympiques à travers l'œil de Boris Dio, à travers son ancienneté. Lui, il a fait partie, il a été une brique de l'équipe de France. Il a permis à l'équipe de France de devenir encore plus légitime sur la scène internationale. Et il a un lien avec tous ces jeunes. Tous ces jeunes, c'est ces petits gars. Tous ces jeunes, il les connaît. Et ça se sent par certains moments. Il y a 3 ou 4 moments dans le documentaire de 1h20 où on l'entend poser une question. Mais j'aurais aimé voir ça beaucoup plus souvent.
que ce soit lui qui dicte cette histoire, qui raconte lui cette histoire avec son œil d'ancien, mais il est aussi manager général, donc il est là, il est dans le day-to-day de l'équipe de France. Eh bien écoute, si tu veux prendre les clés de ce documentaire, j'aurais adoré que tu les prennes de A à Z, Boris. Véritablement, Boris, prends de la voix off, fais de la voix off, fais-toi la voix off. Prends la caméra et que ça soit toi, qu'on t'entende plus souvent, qu'on te voit plus souvent à la caméra. Véritablement, soit tu te sors du truc, soit tu es complètement dans le contenu. Et je pense qu'il aurait été plus intéressant ce documentaire si Boris Dio aurait été au milieu de ce contenu. Je sais que ça fait moins professionnel d'avoir quelqu'un qui est le producteur et aussi qui est dedans, mais avec sa place à lui, à Boris, c'est un ancien joueur, c'est ses gars. Ça me dérange pas. S'il fait un documentaire de curling demain, bien sûr, je veux pas te voir, tu n'as rien à faire dedans. Mais j'aurais aimé entendre ta voix plus longtemps. Point numéro 2, c'est qu'à des moments, on lance des interviews et j'ai véritablement senti des interviews mises les unes après les autres. Et là où je le compare à ce que j'ai pu faire, l'expérience que j'ai pu avoir, j'essaie vraiment que les interviews qui passent l'une à l'autre aient un thème en commun. Comme ça relie, tu racontes une histoire, un chapitre, un passage. Et véritablement, je me dis que peut-être ce documentaire, niveau montage, ils avaient peu de temps. Je pense qu'ils avaient vraiment peu de temps au montage pour le sortir. Parce que tu as des moments où tu as des joueurs qui passent les uns après les autres et le sujet n'est pas le même. Et je trouve ça un petit peu délié, par moment. Il n'y a pas des sujets qui se suivent véritablement. Je pense véritablement quand dans ce documentaire, il y a des chapitres qui auraient pu être établis. Le chapitre de l'équipe de France, la fierté de l'équipe de France. Chapitre 2, la vulnérabilité, le fait de se dire est-ce qu'on peut aller taper les USA ou pas. Il y aurait pu avoir un chapitre 3 sur l'expérience des joueurs au JO. Au milieu du docu, je trouve, il y a un petit peu de tout qui s'enchaîne. Et ça m'a un peu perdu. Point numéro 3 que j'ai moins aimé, ça va avec le point le plus positif. Vincent Collet a été la superstar de ce documentaire et j'ai adoré sa place. Néanmoins, on a très peu d'interactions de joueurs en dehors de ces interviews que vous voyez là. En dehors de ces interviews, il n'y a jamais un micro qui est collé sur un joueur. Les seules interactions de joueurs qu'on a, c'est quand la caméra est vraiment proche d'eux, mais j'aurais aimé, pendant des entraînements, pendant des moments dans les vestiaires, avoir véritablement un micro collé sur un joueur. Après, je ne connais pas l'équipe de production, je ne sais pas quels étaient les tenants et les aboutissants, je sais que mettre un micro sur un joueur, c'est chiant. Je suis le premier à le faire et je sais que les équipes veulent protéger les joueurs, veulent pas qu'ils disent des dingueries. Mais derrière, tu as Tommy Humbert, le mec à qui on fait le plus confiance sur les contenus d'équipe de France. Donc je me dis, tu peux mettre un micro sur n'importe qui. Tu sais que c'est lui qui va monter la vidéo, il va pas sortir une dinguerie. Tu peux lui faire confiance. C'est ce que je dis aux équipes à qui je mets des micros. Regardez ce que j'ai fait pour les autres, vous pouvez me faire confiance, je sors pas de dinguerie sur les réseaux. Et donc par exemple, le petit moment où Evan parle à Rudy de son 360, heureusement que tout le monde se tait autour parce qu'il n'a pas un micro sur lui. Mais si quelqu'un se met à parler, eh ben, le micro, il n'aurait pas entendu le sujet d'Evan. J'aurais voulu plus de joueurs qui prennent la parole. Les gars, vraiment, quand on regarde, on n'est pas des footeux. Mais quand on regarde le documentaire d'équipe de France 98 ou le documentaire équipe de France de 2018, on aime Emmanuel Petit qui prend la parole. On aime Paul Pogba. On aime Griezmann qui rigole. Ça manquait de... On a eu peu de rigolade entre eux. On a vu Warzone où ils rigolaient entre eux. On a vu peu de rigolade entre eux. Montre-moi de la camaraderie. On sait que c'est des gars qui s'entendent plutôt bien quand même. Dans ce genre de documentaire, tu crées des références à la culture populaire comme ça. Un Zidane qui est assis à l'envers avec ses pieds en l'air à la mi-temps, torse nu. Tu crées des moments de culture populaire comme ça. Mais tu ne les crées pas pendant les interviews. Tu sais, les interviews, il y a la caméra, il y a la lumière, le fond noir, il parle. Ce n'est pas à ce moment-là où tu crées un moment de référence populaire. Tu crées des moments de référence populaire dans le feu de l'action. Evan Fournier qui se fout de la gueule de Rudy sur son 360, c'est un moment de camaraderie. Tu crées un moment génial. Même quand Tipeee il parle contre l'Espagne, c'était génial. Exactement. C'est un moment de culture populaire. Tony Parker qui prend la parole, et moi ça me tue. Moi je le vis complètement différent de tout le monde. Quand Tony Parker il prend la parole contre l'Espagne, tout le monde il est en mode waouh, ce moment il est ouf, il inspire. Moi il me fait trop rire. Ce moment où il hurle, il nous domine, ils nous prennent pour des merdes. Moi je meurs de rire à chaque fois. Je lui ai dit quand je l'ai rencontré Tony P, je lui ai dit ton discours contre l'Espagne, tout le monde y est inspiré. Moi tu me butes de rire. Je roule de rire à chaque fois que je le vois. Ils nous dominent. Ils nous prennent pour des merdes. Avant la Serbie, par exemple. Tout ce qu'on voit, c'est ça. Avant le match de la Serbie, avant le match contre les USA, tout ce qu'on voit, c'est Vincent Collet qui fait son speech. Je suis OK avec ça. Mais ce qui nous fait kiffer profondément sur les documentaires d'équipe de France de football,
C'est Paul Pogba qui prend la parole et qui dit « Allez les gars, on va y aller, on va tout casser ». Le mec qui parle en guerrier ou le mec qui parle, qui donne confiance à ses coéquipiers. Là, on veut les coéquipiers qui parlent entre eux. Le coach, il a fait son coaching. Les sujets, ils ont été traités. Donne-moi le micro à quelqu'un ou même, tu n'as pas besoin d'un micro. Paul Pogba, il n'a pas un micro à ce moment où il prend la parole. Mais le focus sur un joueur qui prend le lead, qui devient un véritable leader. Evan, c'est sûr, il a fait des prises de parole qui n'ont pas été mises dans le documentaire. Et ça, c'est dommage. Les points moment chambre et les points moment Warzone, où ça joue à la console, mais c'est trop bien. Je vous l'ai dit que c'était trop bien, mais ça dure 5 minutes. C'est là où je suis critique en tant que quelqu'un qui crée des contenus de 15 à 20 minutes. Je suis critique. C'est un documentaire d'1h20. Si les moments les plus intéressants, les plus kiffants, qui m'ont plus foutu les chocottes, eh ben, ils durent 5 minutes, je reste sur ma faim. Je reste sur ma faim. Le moment Warzone, le moment Franck Nilikina qui partage son expérience à la salle de sport, c'est trop cool. Mais bout à bout, il dure 15 minutes sur le documentaire. Et si les moments les plus intéressants, ils durent que 15 minutes, je suis pas très content. Si je dois faire un rétrospectif de ce documentaire, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé vraiment cool qu'on ait des accès comme ça. On n'a rien à envier aux Américains niveau qualité d'image. On n'a rien à envier niveau storytelling. Si tu me dis que c'est véritablement Boris qui est derrière tout ça, qui est sur son premier documentaire, excellent travail Boris Dio. Et véritablement, si je dois donner un conseil à Boris Dio sur ce documentaire, c'est prends de la place. Prends de la place. Si tu vas retourner faire des trucs avec l'équipe de France, prends de la place. Prends la parole. Fais de la voix off. Raconte comment toi tu l'as vécu. Prends de la parole. Parle avec les joueurs. Tu fais une interview, bah, je veux aussi qu'il y ait un axe vers toi et tu poses les questions. C'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que vous avez kiffé ce petit breakdown. J'ai un documentaire de rugby qui sort. Il est bijou. Selon moi. J'ai hâte de vous le partager et j'espère que l'équipe de France de basket me donnera l'occasion de faire un docu. Franchement, quand je vois ça, je vois qu'il y a une équipe entière là-dessus. C'est cool. Faites-moi rentrer là-dedans. L'équipe de France, la Fédé, faites-moi rentrer là-dedans. Je prends mes micros, je prends ma caméra, je prends pas de place. Tes joueurs, je sais les faire parler. Je pense vraiment que j'ai quelque chose à apporter. Et je pense même que j'aurais quelque chose à apporter, peut-être à rejoindre cette équipe de prod. Peut-être tu me fais rejoindre cette équipe de prod. Je pense que je pourrais les aider à peut-être pousser le truc plus loin. Moi, je suis chiant. Je pense que je pourrais les aider à pousser le truc plus loin.